Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode du jour, j'ai envie de revenir sur une remarque qu'on m'a faite récemment et que j'ai déjà entendue plusieurs fois sous une forme ou une autre quand je parle de ma nouvelle aventure entrepreneuriale avec la collective Révolution Inclusive. Pour rappel, si tu ne me connais pas, en dehors de ce podcast, je suis actuellement en train de m'associer avec 11 autres traductrices et formatrices spécialisées en français inclusif. J'en profite pour les saluer au passage. Et quand j'en parle autour de moi, ça ne rate pas. Oh là là, mais ça doit être l'horreur, 12 femmes entre elles comme ça. Une remarque, il faut le préciser, qui peut venir aussi bien d'hommes que de femmes, une fois n'est pas coutume. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que, faut-il le préciser, ça n'est pas anodin et ça ne vient pas de nulle part, comme d'hab. Donc aujourd'hui, on va se demander comment ça a pu devenir quasi révolutionnaire de refuser de bitcher sur d'autres femmes, parce que le faire a des avantages, c'est récompensé par les hommes. Comment on arrive à survivre sans un homme à admirer ? Et est-ce que c'est vraiment si ingérable que ça, que de s'organiser sans chercher à dominer l'autre ? Donc commençons par la première question. La non-mixité féminine est-elle possible ? En général, quand j'entends la remarque dont je viens de parler, la moutarde me monte au nez. La solution la plus diplomate, qui n'est pas forcément ma meilleure qualité, c'est souvent de faire l'idiote qui ne comprend pas trop de quoi on parle. Ah bon, mais pourquoi tu dis ça ? C'est là qu'on apprend, c'est une certitude. Les femmes entre elles, elles sont horribles. Elles se crêpent le chignon, elles font des coups bas, elles passent leur temps à se tirer dans les pattes. On me l'a déjà dit plusieurs fois. La seule façon pour que la collective fonctionne, une collective, je le rappelle, basée sur des principes d'égalité et d'absence de hiérarchie, et d'inclusivité, mais bon, ça c'était dans le titre, le seul moyen pour que ça ne se casse pas la figure dans 3 mois, nous existons depuis 1 an et demi, mais bon, qui tient les comptes, c'est d'inviter quelques hommes à nous rejoindre. J'avoue que ce genre de suggestion me fait rire jaune, mais bon, on va y revenir, tu commences à me connaître. Comme je le disais, c'est un mythe également propagé par des femmes. Bel exemple de misogynie intériorisée, sorte de méthode couée patriarcale. À force qu'on le leur répète, elles ont fini par le croire, ce qui les limite et les empêche de penser au-delà. Et si toi-même, il t'arrive de penser ça, déjà, ne te blâme pas trop, c'est que le système fonctionne comme prévu, mais j'ai quand même quelques pistes de réflexion pour toi. Alors ça vient d'où ? Ce mythe comme quoi les femmes sont infectes entre elles. Oui, spoiler alert, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, je me faisais la réflexion l'autre jour en regardant le conseil d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Ces histoires de groupes de mecs, recettes assurées pour éviter les crêpages du chignon, ça n'a quand même pas l'air très au point non plus. Enfin bon, sauf que ça, on appelle ça une réunion politique de haut niveau quand ce sont des hommes. D'autres facteurs que le genre rentrerait-il en ligne de compte ? Mystère. Ce mythe donc des femmes ingérables entre elles, on le retrouve aussi dans la façon de toujours chercher à mettre en avant les bisbilles et les jalousies entre stars féminines, avec une bonne dose de scepticisme quand tout a l'air d'aller bien. C'est de l'hypocrisie, c'est sûr. La réponse à cette question pourrait probablement prendre un livre entier. Il existe peut-être, mais je le connais pas si c'est le cas. Donc pour aujourd'hui, je vais retenir une piste de réflexion. Les chasses aux sorcières qui ont eu lieu à la Renaissance en Europe. Car en effet, ce sexocide de masse, pour reprendre la terminologie de Françoise d'Aubonne, a eu bien des conséquences, et entre autres, ça a créé un fossé béant, d'une part entre hommes et femmes, et d'autre part entre les femmes entre elles. Ça aussi, la question des chasses aux sorcières en Europe, ça remplirait des bouquins entiers. Et bizarrement, on l'apprend pas à l'école, donc je vais essayer de résumer très grossièrement les chasses aux sorcières pour les nuls, et je mettrai quelques références en source si ça t'intéresse. Je me demande bien pourquoi on nous l'apprend pas, ces histoires de chasse aux sorcières à l'école. Parce que bon, c'était pas juste Jackie qui a trébuché sur une allumette une fois. Niveau estimation des décès, bon, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. On estime entre 30 000 et 60 000 victimes en Europe chrétienne. Et sur toutes ces victimes, les femmes représentaient 80% des accusés et 85% des condamnés. Il y aurait comme une tendance. Précisons que les hommes condamnés l'étaient généralement en raison de leur association à des sorcières. Et l'homophobie et l'antisémitisme avaient probablement aussi un rôle à jouer là-dedans. On n'était pas sûr de la masculinité classique, on va dire ça comme ça.
Les femmes visées étaient essentiellement des femmes avec un minimum de savoir ou d'indépendance. Trop seules, trop âgées, trop grande gueule, trop belles ou pas assez souriantes, etc. L'accusation était très contagieuse. Si ta voisine se faisait accuser, le meilleur moyen de ne pas finir au bûcher avec elle, c'était de la fermer, de faire profil bas. Parce que si tu défendais la dite voisine, c'est certainement parce que tu étais complice, alors hop, dans le doute, on t'embarque aussi. Sympa. Par contre, si t'aimais pas ta voisine, alors là, fais-toi plaisir pour l'accuser ou en remettre une couche. Dans ce cas, pas de problème. C'est ainsi que des familles entières, des villages entiers de femmes étaient décimés. Pourquoi ? Remettons-nous dans le contexte. Contrairement à la propagande classique, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, mais à la Renaissance. En gros, du XVe au XVIIe siècle. Nous sommes aux prémices de la réforme protestante et son ascétisme, l'essor du colonialisme blanc suite à la découverte des Amériques par les Européens, plein d'évolutions qui nous emmènent tranquillement à ce qui va devenir le capitalisme qu'on connaît. C'est aussi la fin du féodalisme, l'essor de la médecine moderne. On peut aussi mentionner la peste noire de 1347 qui avait ravagé l'Europe. Bref, une sacrée période charnière que nos prétendues sorcières empêchaient de tourner en rond. Et pour que l'évolution évolue, pour que ce nouveau système se mette en place, il fallait casser le lien entre les gens et la terre, décrédibiliser les savoirs traditionnellement féminins et briser les communautés. Donc, on a ciblé à tour de bras toutes les femmes qui sortaient du rang. Oui, ça en fait du monde. En montant tout le monde les uns contre les autres. Et par là j'entends les hommes, mais aussi la société de manière générale, on a pris l'habitude de ne plus croire les femmes, et même de s'en méfier. Logique, puisqu'elles sont sorcières et démoniaques par nature. Une habitude qui est la vie dure. Là tu vas me dire, ouais mais bon, c'était il y a longtemps, de l'eau a coulé sous les ponts. Sauf que, on continue de se méfier des femmes, de leurs intentions, ce qui implique de garder un œil sur elles. Il y aura donc systématiquement des hommes pour te regarder avec une moue dubitative quand tu dis que les femmes ne bitchent pas tant que ça finalement les unes sur les autres entre elles. Pourtant, rien ne les empêche d'affirmer qu'ils savent mieux, alors qu'ils n'ont jamais expérimenté une relation entre femmes de l'intérieur. Faut-il le préciser ? Visiblement, ces hommes ont du mal à comprendre, donc précisons, au risque de se luxer l'épaule en enfonçant des portes ouvertes. Par définition, les relations entre femmes ne nécessitent pas d'hommes. Je sais, on en apprend des choses sur ce podcast. Et donc, comme ils ont l'habitude que tout soit une performance pour leur profit, ce qui ne se déroule pas sous leurs yeux n'existe pas. Et bon, on va quand même pas croire des femmes sur parole, pensez donc. Notre société se moque des femmes qui se crêpent sans arrêt le chignon, ça d'accord. Mais c'est la seule chose qu'on a le droit de faire entre nous. Repense à cette notion d'acceptabilité sociale dont on parlait dans l'épisode 4. C'est totalement acceptable de se crêper le chignon avec la voisine. C'est même attendu. Ah, les femmes. Bonus point, ça vient conforter les stéréotypes de genre, ça évite de se remettre en question. Par contre, essaye un peu de chercher à bien t'entendre avec d'autres femmes, dans une atmosphère d'écoute, d'entraide, de bienveillance et de sororité. Alors là, ma pauvre fille, t'es quand même sacrément naïve, ça va pas marcher ton histoire. C'est beaucoup moins acceptable socialement tout d'un coup. D'ailleurs, il faudrait peut-être mieux demander à un homme de servir d'arbitre, c'est plus sûr. Et c'est encore bien présent dans notre culture. Pense aux marâtres des contes de fées qui détestent leurs belles-filles, même si on sait pas trop bien pourquoi. En plus, c'est bien connu, quand elles ne se crêpent pas le chignon, les femmes bavardent et papotent, elles font des commérages. Le papotage, c'est futile, ce sont des paroles légères qui s'envolent dans le vent. Alors que les hommes, eux, ils parlent pour dire des choses intéressantes. C'est pour ça que c'est mieux. Et les hommes, ils savent bien que les femmes bavardent et n'ont pas grand-chose à dire. C'est sans doute pour ça qu'ils écoutent rarement. Et que finalement, ils ne comprennent pas le langage stéréotypé propre aux femmes. L'implicite, l'émotionnel, toutes ces conneries. Alors qu'à l'inverse, les femmes sont socialisées très jeunes à comprendre et écouter les hommes qui parlent, à considérer leurs paroles comme plus importantes, plus sérieuses, et même à parler cette langue pour se faire intégrer. Si le terme technique t'intéresse, on parle d'androlecte. L'androlecte, c'est quoi ? C'est le contraire du bavardage, en gros. C'est le langage des hommes, c'est-à-dire le langage dominant, qui se prétend être le seul, l'unique, l'universel. C'est pour ça que le masculin l'emporte sur le féminin et fait le neutre, ce qui permet au passage d'oublier que les femmes existent, pratiques. L'androlecte, c'est une langue très concrète, factuelle. Coucou l'épisode 1 sur la rationalité. Elle est fondée sur l'action. C'est aussi une langue de mise à distance entre nous et les autres, la nature, les émotions.
Je te renvoie au livre Rêver l'obscur de Starhawk et à un article du club de Mediapart que je te mets en description si tu veux creuser tout ça. Bref, l'androlect, c'est du sérieux. Le temps, c'est de l'argent. On a autre chose à faire que de parler de nos émotions, de notre petite journée et du temps qu'il fait. Pourquoi je t'en parle ? Parce que c'est comme tout. Pour que ça change, il faut d'abord le conscientiser. Le résultat, les discussions entre femmes sont dévalorisées, c'est du bavardage, on écoute beaucoup plus les hommes. Et les hommes nous disent qu'on n'y arrivera pas toute seule parce que c'est dans notre nature d'être des mégères, futiles, dépensières et hystériques. Et bien sûr, il faut nous en protéger. Parce que c'est bien connu, l'ambition fondamentale d'une femme, à part bien sûr de faire des bébés et des tartes au quetch, c'est de recevoir la récompense suprême, l'attention et l'approbation des hommes. Et pour ça, il faut qu'il y ait des hommes. C'est mathématique. Alors pourquoi à l'inverse, je ne pense pas qu'ajouter un homme comme ça, comme un cheveu sur la soupe, rendrait la collective beaucoup plus efficace. Quoi qu'il fasse, veuille ou pense, on l'a déjà vu, quand les hommes entrent dans un groupe de femmes, l'énergie change. Ça suscite souvent en face de la peur ou une tendance à s'auto-censurer, voire une dynamique de séduction dans les contextes hétérosexuels. Parce qu'on a été conditionnés à chercher cette approbation, et eux ont été conditionnés à nous la donner ou nous la refuser, et à s'attendre à ce qu'on les remercie pour ça. Pour qu'un homme, et là bien sûr je parle d'homme cisgenre, rejoigne un groupe de femmes sans casser la dynamique, ça demanderait une sacrée dose de conscientisation et de remise en question de tous ces conditionnements. Et ça, de la part de tout le monde, pas uniquement des hommes. Les personnes dominées doivent aussi conscientiser les situations dans lesquelles elles confortent, inconsciemment ou pas, cette domination. Sinon, on n'est vraiment pas sorti du sable. Je sais pas si t'as remarqué, mais on juge souvent les hommes plus charismatiques. À tort ou à raison, peu importe. Ça tombe bien, parce que le charisme, c'est bien. Faut essayer d'en avoir si tu peux. Moi la première, j'avoue, je me suis longtemps demandé comment on faisait pour être plus charismatique. Instant confession. Les acteurs, les politiciens, les artistes et même les sportifs, le charisme te propulse tout en haut, te rend populaire, riche, aimé même. Bon là je suis pas trop sûre. Et puis, j'ai lu Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité. Et mon point de vue sur la question a complètement changé. Dans cet ouvrage d'anthropologie, les auteurs énoncent 3 libertés fondamentales, qui sont au passage la liberté de quitter les siens, la liberté de désobéir et la liberté de reconfigurer sa réalité sociale. Je pose ça là sans développer, parce que c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, on pourra y revenir plus tard. À ces 3 libertés fondamentales, les auteurs, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, énoncent 3 formes élémentaires de domination. Donc, la recette de la domination pour les nuls, ne faites pas ça chez vous, c'est d'abord le contrôle de la violence, qui permet de maintenir la propriété privée, et la domination, par la peur. On a ensuite le contrôle de l'information et des connaissances, l'élitisme, la bureaucratie, mais aussi l'accaparement de la langue, je ne retiens pas un petit tacle à l'Académie française au passage, etc. Et la 3e forme élémentaire de domination, c'est le charisme. Ouais, le charisme. J'avoue que je ne m'y attendais pas quand j'ai lu ça pour la première fois. C'est cet ingrédient qui pose problème dans les élections, et même dans les débats, parce qu'on va voter pour la personne la plus charismatique, qui n'est pas du tout forcément la plus compétente ou celle qui a raison. Cette constatation, je t'avoue, m'a complètement passé l'envie de devenir plus charismatique, parce que bon, dominer les autres n'est pas franchement mon objectif de vie finalement. Mais le fait qu'on juge les hommes plus charismatiques que les femmes en général, finalement c'est aussi une forme de domination insidieuse. Toujours parce qu'on les écoute plus, qu'on adhère plus facilement à leurs idées à cause de ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout convaincue que l'ajout d'un homme dans un groupe de femmes, sans garde-fou ni précaution particulière, c'est-à-dire un homme qui aurait entre autres pour vocation de servir d'arbitre, permette de maintenir une organisation ahiérarchique, égalitaire, fondée sur l'entraide et le sang de ses membres. Quand je réfléchissais à cette question, je suis tombée sur un épisode du podcast Mansplaining qui parle de ces questions à sa manière. Il s'agit de l'épisode 122, saison 6, intitulé « Étudiant sage-femme, la bonne place pour les hommes ». Le podcasteur s'entretient avec Alice Olivier, une sociologue qui s'est intéressée aux étudiants sages-femmes, on parle bien d'hommes masculins spécifiques, toujours minoritaires dans leur promotion. Dans cet épisode, elle rappelle bien qu'il n'y a aucune symétrie entre un homme dans un groupe de femmes et une femme dans un groupe d'hommes.
Autant les femmes dans un groupe d'hommes ou une profession stéréotypée masculine vont être plutôt invisibilisées et vont devoir être un peu plus comme des hommes. Par exemple, dans le récent conflit social qui a opposé les agriculteurs au gouvernement, on n'a quand même pas beaucoup parlé des agricultrices, de leurs avis et besoins spécifiques. Digression complètement hors sujet sur la première digression déjà un peu hors sujet. Le podcast Un podcast à soi avait fait un épisode super intéressant sur les paysannes en lutte il y a quelques mois. Mais revenons à nos brebis. A l'inverse, les quelques hommes évoluant dans des professions dites féminines, par exemple les sages-femmes, au sein du groupe lui-même, je parle pas du tout ici des éventuelles perceptions et stéréotypes extérieurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dynamique interne du groupe. Ces hommes vont être rappelés à leur rareté. Les qualités stéréotypées masculines, comme le leadership, la capacité à rester calme, j'ai du mal à dire ça sans me marrer, à prendre du recul, etc. Ces qualités sont valorisées. Et bien entendu, ces hommes, et même quand il n'y en a qu'un dans le groupe, peuvent être le prétexte à parler au masculin, même s'il y a 98% de femmes. Un homme a toujours le pouvoir d'invisibiliser toutes les femmes autour de lui, alors qu'une femme n'a pas ce pouvoir. Pour le résumer en une phrase, il faut bien faire la différence entre minorité numérique et minorité sociale. Ce n'est pas parce qu'on est en infériorité numérique qu'on est sans pouvoir, et inversement. Mais alors, comment ça marche une entreprise non hiérarchique ? L'autre crainte qui survient avec un projet comme celui de la collective, c'est celle de l'efficacité. Parce que c'est bien connu, l'efficacité et la productivité, c'est le truc le plus important pour une entreprise. Comment tu fais si tu décides de t'asseoir joyeusement sur la hiérarchie ? Comment tu fais pour prendre des décisions ? Toujours cette idée que la vie serait plus belle avec un leader charismatique, masculin très volontaire, pour nous guider. La question, j'ai envie de la retourner. Est-ce que c'est vraiment plus efficace, les hiérarchies ? Le truc, c'est qu'on vit dans un monde où les hiérarchies sont partout et où on ne les voit même plus, on ne les questionne plus. Le pater familias règne sur la famille. Il faut essayer d'être première de la classe. Les compétitions sportives sont promues dès le plus jeune âge et quelle que soit la discipline. La religion, pareil, c'est un truc très hiérarchique. Et en entreprise tout particulièrement, la hiérarchie est de mise. Et le but, c'est d'avoir le plus de promotions possible pour avoir un meilleur salaire. Parce que ce qui est valorisé dans le capitalisme, c'est de s'élever pour contrôler les autres, devenir manager. A l'inverse, le care, les métiers de soins, les fameuses professions essentielles pendant les confinements, c'est mal payé parce que prendre soin des autres est beaucoup moins intéressant que de contrôler. C'est sûr que dans cette vision des choses avec la collective, on arrive avec nos gros sabots. Prendre soin de ses membres est plus important pour nous que de chercher à se contrôler l'une l'autre, essayer d'être meilleur que l'autre, ou de gagner plus d'argent. Non, nous on aurait plutôt tendance à donner plus d'argent à celle qu'en a moins, à faire tourner le pouvoir, à s'autoriser chacune à être la meilleure dans le domaine qui lui plaît le plus, tout en assumant à 100% et sans complexe ni jugement d'être une bille totale dans d'autres domaines. Tout ce qu'on a évoqué précédemment, ce sont des conditionnements très intériorisés, que ce soit la hiérarchie ou le fait d'être en non-mixité. D'ailleurs, quand on a commencé à organiser et façonner la collective, on a été les premières surprises en voyant que finalement, une fois que le bon cadre est en place, c'était vraiment facile de prendre des décisions même à 12. Et que finalement, ça ne prenait pas tant de temps que ça. Alors c'est sûr que se mettre d'accord prend du temps. Le temps de réfléchir, d'énoncer des idées parfois contraires, se laisser l'espace de changer d'avis. C'est plus long que si une personne prend toutes les décisions. Sauf si cette personne est un indécis chronique qui peut passer une demi-heure à se demander s'il va prendre la mousse au chocolat ou l'éclair au café, alors que bon, mon chéri, on sait bien que tu vas prendre les deux à la fin. Mais finalement, plus sérieusement, ça prend souvent moins de temps de prendre le temps de bien faire les choses dès le départ que de devoir rétro-pédaler 3 mois après, parce que finalement, on a foncé trop vite et qu'on a oublié un facteur essentiel. L'autre question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi les hiérarchies sont-elles jugées plus efficaces et pourquoi ça craint ? Je trouve vraiment important d'avoir cette discussion sur l'efficacité des structures. Parce que c'est un argument que beaucoup de gens opposent aussi à la démocratie. C'est sûr que ce serait plus efficace, comprenez à rapide, d'avoir un tyran pour décider de tout à notre place. Youpi, quel programme ! Le livre Rêve et l'obscur, dont j'ai déjà parlé plein de fois, s'intéresse beaucoup aussi aux dynamiques de groupe, à l'animation des groupes. Le livre regorge d'ailleurs d'exemples et d'exercices à reprendre, d'explications des différents profils, etc., si jamais c'est une question qui t'intéresse.
Et Starhawk a une réflexion très intéressante sur la hiérarchie, à contre-courant de ce qu'on nous présente d'habitude. On l'a vu, on voit vite le prix à payer pour se passer des hiérarchies. Un peu moins le contraire. Pourtant, il y en a un. Il y a toujours un prix à payer pour tout. Le coût des hiérarchies, c'est le coût humain. Une hiérarchie et une bureaucratie ne peuvent fonctionner que pour des grands groupes, avec des ressources importantes, des groupes au sein desquels les gens deviennent interchangeables et jetables. Avec l'accélération de ces modes de fonctionnement, il n'est donc pas étonnant de voir les burn-out se multiplier de plus en plus vite et dans de plus en plus de domaines. Parce que l'humain devient de plus en plus une variable ajustable, sacrifiée à l'autel de l'efficacité et de la croissance de l'entreprise, puisqu'avec la Startup Nation, maintenant il faut tout gérer comme une entreprise, même notre vie personnelle, c'est chouette. Paradoxalement, quand les hiérarchies grossissent trop, elles deviennent des usines à gaz et ne sont finalement pas beaucoup plus efficaces qu'un consensus initial. Est-ce que le problème, ce ne serait pas finalement les grands groupes qui deviennent des espèces de masses informes ? Et là, je retombe sur la vision du matriarcat qu'on a présenté dans l'épisode 4, avec des petits groupes beaucoup plus diversifiés, égalitaires, où aucun groupe ne serait soumis à un autre et où la vie ne serait pas une gigantesque partie de civilisation consacrée à conquérir et dominer le voisin. Donc, que retirer de cet épisode ? Comme pratiquement tout dans notre société, il faut bien comprendre que cette peur que les femmes se mettent à s'arracher les yeux et se crêper le chignon dès qu'on les laisse 5 minutes toutes seules dans une pièce, ça n'a rien de naturel. C'est en quelque sorte une façon, par anticipation, d'éviter justement que les femmes se mettent de plus en plus à parler entre elles, à collaborer, à se soutenir mutuellement plutôt que de s'enfoncer. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que d'autres solutions sont possibles. Que si on joue le jeu du capitalisme, il n'y a par définition pas assez de place pour tout le monde en haut de la pyramide, et que c'est incompatible avec cette notion d'entraide. Ce qui se passe aussi, c'est que quand les femmes parlent entre elles de manière ouverte et bienveillante, elles finissent par se rendre compte que les choses qui leur sont arrivées et qu'elles pensaient exceptionnelles, voire de leur faute, sont finalement d'une affligeante banalité. « Ah, toi aussi, machin t'a agressé. Ah, toi aussi, tu gagnes beaucoup moins que Bobby. Ah, toi aussi, tu as peur de marcher dans cette rue. Tu ferais mieux de le quitter, viens, on va t'aider. » On pourrait continuer comme ça toute la semaine, mais on voit vite que le système va pas tenir longtemps à ce rythme. Parce que le changement n'est jamais individuel, il est collectif. Et le meilleur moyen pour que rien ne change côté capitalisme et patriarcat, c'est qu'on reste chacun et chacune dans notre coin. Qu'on souffre en silence au lieu de parler entre nous, qu'on continue de trimer au lieu d'aller regarder la pluie tomber, et qu'on aide les femmes à se persuader par tous les moyens qu'elles ne peuvent pas réussir quoi que ce soit sans un homme pour les guider et les encadrer. Je vais pas vous mentir, mettre en place une structure comme la collective, ça demande un sacré travail de déconstruction, un travail sur soi, un travail de confiance en les autres, pour oser dire les choses franchement, mais sans animosité, oser être vulnérable et dire ce qu'il ne va pas. Étape indispensable pour que les autres puissent répondre à la situation, faire un ajustement, trouver une solution. Et ça s'ajoute au travail business standard qui est nécessaire à toute entreprise. Mais ça vaut carrément la peine, même sans arbitre. M'ont inspiré pour cet épisode. Donc quelques références sur les chasses aux sorcières, le sexocide des sorcières de Françoise Daubonne, le podcast Witch d'India Rakusen, qui est en anglais, Révèle obscur, femmes, magie et politique de Starhawk, et le classique Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et sinon, le podcast Mansplaining, étudiant sage-femme, la bonne place pour les hommes, saison 6, épisode 122, Au commencement était, une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber et David Wengrow, La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks, La transformation du silence en langage et action, un article sur le club Mediapart, un podcast à soi, épisode Paysanne en lutte, et bien sûr, ma source d'inspiration au quotidien, la collective Révolution Inclusive. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!